Voilà près de 5000 ans que l'écriture a été inventée. L'écriture, elle nous sert à communiquer, à créer, à rêver, à mettre des mots parfois sur un chaos émotionnel. Un journal intime notamment peut servir à ça et peut avoir cette vocation. Les bienfaits de l'écriture donc sont nombreux, mais de là à devenir écrivain, c'est peut-être une autre dimension. Auteur de plus de 20 romans et essais, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, accueillons Alexandre Lacroix pour explorer les méandres mystérieux de la création littéraire. Bonjour Alexandre Lacroix. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à Pau. Deuxième ou troisième séjour aux Idées Mènent le Monde, je crois. Troisième, oui. Merci d'être Pour nombreux. devenir écrivain, et puis on parlera bien sûr de bien d'autres sujets. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous êtes parfois posé la question, ce que vous seriez devenu? L'écriture, ça fait très longtemps que vous étiez petit, et vous aviez envie d'écrire depuis l'âge de 6 ou 7 ans, me semble-t-il. Si vous n'aviez pas pu concrétiser ce rêve, que seriez-vous devenu? Vaste question. Alors, c'est une question difficile parce que je fais partie des gens qui ont eu une vocation. C'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans, j'étais au CP, je me suis réveillé un jour en me disant je vais devenir écrivain. Ah ben oui, c'est simple comme ça. Voilà, et je suis allé voir mes copains, Paolo, qui était mon meilleur copain, donc on a couru ensemble aux prises uniques, il n'y a plus de prises uniques, pour acheter des feuilles et des stylos, ce qui paraissait indispensable Oui, à l'époque. pour réaliser ce projet. Et ensuite, j'ai commencé à mettre mon réveil plus tôt le matin pour avoir une demi-heure d'écriture avant l'école. Ah oui, une discipline déjà. Et j'ai encore fait ça ce matin, c'est-à-dire que je me suis levé à 6 heures et j'ai écrit. Donc ça n'a pas cessé. Alors du coup, c'est un peu étrange de poser cette question-là. Moi, je pense simplement que quand on fait partie des gens qui ont une vocation, alors je ne suis pas unique, il y a des gens qui choisissent ou qui sont attirés vers une activité, pas forcément artistique d'ailleurs, vers 6-7 ans. Il y a un âge comme ça des vocations. Je crois que quand c'est le cas, c'est qu'on est agi par des forces en quelque sorte extérieures à soi. C'est-à-dire que... sans doute qu'il faut aller dans les généalogies familiales pour comprendre. Moi, je viens du Poitou, je suis né à Poitiers, par exemple, et je me suis aperçu petit à petit, mais j'ai compris bien plus tard, que dans ma famille, au 19e siècle, les gens se réunissaient pour avoir la lecture du journal, parce que c'était une famille d'agriculteurs, mais qui savaient lire. Et que j'ai découvert que ma grand-mère écrivait, qu'elle tenait un journal intime, qu'elle écrivait des petits romans. Et au fond, il y a sans doute des transmissions transgénérationnelles qui explique comme ça qu'une vocation vous tombe dessus. Du coup, votre question, pour moi, elle est très difficile. C'est-à-dire, c'est très difficile de m'imaginer sans pratique d'écriture. Et pourtant, vous avez choisi de suivre des études de maths. C'était peut-être pas la voie la plus naturelle, si je puis dire, pour mener à bien votre vocation d'écrivain. Alors ça, on arrive à ce que je raconte dans ce roman, c'est-à-dire ces années d'apprentissage. Donc c'est un roman autobiographique qui retrace toutes les étapes par lesquelles je suis passé, des premiers brouillons à l'adolescence jusqu'à la publication de mon premier livre, quand j'avais 22 ans. Et si j'ai écrit ça, c'est pas pour le plaisir de parler de moi, ou pas seulement pour le plaisir de parler de moi, non, c'est parce que je pense que cette expérience peut être un support pour réfléchir à ce que c'est que l'acte d'écrire, et que ça, là-dedans, il y a quelque chose d'universel ou de partageable. C'est ça qui m'intéressait. Mais c'est vrai que moi, j'étais complètement paumé à 17 ans. C'est-à-dire qu'au début du roman, il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. C'est-à-dire, d'abord, j'ai aucun contact avec le monde littéraire. Je devrais être en hypocagne ou en cagne, je suis en maths. Je vais pas dire que j'ai été abandonné, mais disons que j'ai pas vraiment de famille. Mon père est mort quand j'avais 11 ans. Voilà. Je vis seul. Il n'y a rien qui colle, quoi. C'est-à-dire que je suis allé en maths parce que, en fait, en première et en terminale, je suis pas, enfin surtout en terminale, je suis pas allé beaucoup en cours. Je faisais n'importe quoi, et donc je pouvais pas faire de prépa. Donc il restait les maths. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait un bac scientifique. Enfin, c'était complètement l'errance, comme pas mal de gens Bien sûr. peut-être l'ont connu dans ces années de formation, de jeunesse. Enfin, sauf ceux pour qui leur inscription dans la société est simple, mais d'abord quand on écrit, il y a aussi un problème, c'est qu'on se dit bon, je vais pas en vivre, donc ce serait quand même bien que j'ai un diplôme ou quelque chose, un métier voilà. Et donc les maths, je m'étais dit bon, économie, maths, ça va donner un boulot parce que l'écriture, voilà, mais c'est juste du pragmatisme. Si vous n'êtes pas rentier, ben il faut bien essayer de trouver votre voie, quoi.
La couverture de votre livre porte la mention roman. Quelle est la part du roman ou vous avez parlé d'autobiographie, d'autofiction? Est-ce que j'écoutais ce matin sur France Inter Charles Pépin que vous connaissez, qui disait justement est-ce qu'on la fidélité de nos souvenirs, est-ce qu'on reconstruit pas aussi nos souvenirs, notre mémoire? Il y a un peu de ça aussi peut-être dans votre livre? Ben alors, on touche à la question des genres. Moi, je définis ce livre comme un roman autobiographique. Et je pense que c'est une catégorie par opposition à l'autofiction. Dans une autofiction, un auteur va s'amuser à mélanger des événements vécus et des événements fictionnels. Pour des raisons, par exemple, en partie juridiques, Emmanuel Carrère, dans Yoga, n'avait plus le droit de parler de sa compagne Hélène, dont il parle dans les précédents livres. Il s'était engagé par contrat à ne pas parler d'elle. Et donc, il est obligé de biaiser et d'inventer un personnage qui est la femme aux Gémeaux, pour ceux qui ont lu le livre. Et donc, il y a des scènes et des personnages qui appartiennent à sa vie, d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas. Et il y a une espèce de ligne de partage invisible dans son livre entre l'imaginaire et la réalité. C'est une modalité possible. Roman autobiographique, c'est autre chose. C'est que si jamais il y a des erreurs, elles sont dues à des déformations effectivement subjectives produites par ma mémoire. Donc tout a été vécu. Par contre, c'est agencé comme un roman. Ce qui ferait la différence, si je veux faire un point en plus de critique littéraire, avec des mémoires ou un journal intime, où là, si vous voulez, il n'y a pas de scénarisation romanesque. Quand on fait un roman, il y a une dramaturgie. Ça veut dire que quand on présente un personnage, par exemple, on propose une description physique et psychologique, on le fait exister. Quand il sort du texte, la dernière scène où il apparaît, eh bien, il y a une raison. C'est-à-dire qu'on construit les scènes. C'est-à-dire que toutes les scènes sont justes, mais c'est dans l'agencement des scènes que réside la dramaturgie. Imaginez par exemple que vous voulez raconter dans un roman votre mariage. Vous voulez faire les... bon, pour qui c'est pertinent, mais ça va, il n'y a pas d'enfant de 6 ans dans la salle. Oui. Alors, Non, hélas. alors, vous voulez raconter dans un roman votre mariage. En fait, vous pourriez faire des milliers de pages si vous voulez vraiment être exhaustif. Ce que vous allez devoir faire, c'est sélectionner quelques scènes significatives, importantes, qui vont peut-être de la rencontre à des moments de bonheur ou des moments de crise. Et vous allez agencer ces scènes de telle manière qu'elles racontent une histoire qui n'est pas la totalité exhaustive de ce que vous avez vécu, mais qui est une histoire qui peut être partagée avec le lecteur et intéressante pour le lecteur. Vous évoquez déjà la construction parce que il ne s'agit pas, malgré son titre, d'un manuel d'apprentissage de l'écriture. C'est autre chose. Vous racontez votre expérience, comment, un peu une mise en abîme d'ailleurs de la façon dont votre premier roman est né. Ça n'est pas du tout un manuel, même si on apprend beaucoup de choses sur l'écriture, sur la construction, sur la relecture, sur les coupes. Vous vouliez, au travers du roman autobiographique, aborder ces façons de la naissance d'un livre. Oui, c'est vraiment mon projet. C'est-à-dire que il se trouve qu'il y a quelques années, en 2017, j'ai cofondé, je suis président d'une école d'écriture, on en reparlera peut-être, qui s'appelle Les Mots à Paris, bon, qui accueille aujourd'hui 2 000 à 3 000 participants aux ateliers d'écriture, avec plus d'une centaine d'écrivains qui enseignent. Donc c'est un lieu d'enseignement de l'écriture. Et comme je suis à l'origine de ce projet avec Lise Nebou, qui est la directrice, enfin on est deux quoi au départ, en fait je me suis dit, bon, j'ai rédigé la charte pédagogique de l'école, on a une méthode, on a une pédagogie, et je me suis dit, est-ce que je vais faire un manuel d'écriture? Ça aurait été en fait en quelque sorte cohérent, et comme la charte pédagogique comprend déjà pas mal d'éléments, c'était déjà là en fait quasiment. Mais je me suis dit que c'était pas ce que j'avais envie de faire. Ce que j'avais envie de faire, c'est d'utiliser la forme du roman, parce que ce qu'il me paraît intéressant de montrer, c'est que l'écriture, mais peut-être c'est vrai pour toutes les formes d'expression et tous les arts, l'écriture n'est pas liée simplement à l'acquisition de techniques. Parce que si c'était ça, il suffirait d'aller passer un diplôme à la fac de littérature et tout le monde serait écrivain. Donc c'est pas simplement la technique. Il y a de la technique comme dans tous les arts, mais la technique, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Et ce qui vient nourrir l'écriture, c'est ce qu'on a à dire. Et en fait, c'est la vie elle-même. Et donc, il me semble que dans un roman, l'avantage, c'est qu'on peut montrer comment la vie et l'écriture se nourrissent, par certaines phases se bloquent ensemble. Il y a des moments où on va mal, l'écriture se ralentit, et puis par moments, la vie vient nourrir l'écriture, parce qu'on fait des rencontres amoureuses, et qu'on est porté par quelque chose qui vient de la vie. Et c'est ça, moi, que je voulais montrer, et qu'un manuel ne peut pas montrer. C'est la manière dont votre vie, en fait... Il y a un psychanalyste britannique que j'aime bien, qui s'appelle Donald Winnicott, qui faisait
un peu comme je fais là, des espèces d'allocutions à bâton rompu. C'est recueilli dans un livre qui s'appelle Conversation ordinaire. Et il y a comme ça une intervention de Winnicott qui s'appelle Vivre créativement. Et c'est assez amusant parce Beau que... programme. Oui, c'est un beau programme. Alors, vivre créativement, la première chose dont il parle, c'est vivre créativement dans son couple. Pourtant, c'est pas du tout... il est spécialiste de... Qu'est-ce qu'il entend par là? En fait, vivre créativement, ce qu'il entend par là, et je vous laisse transposer au couple, il l'explique à travers un exemple précis qui est la manière de faire cuire les saucisses. Ah ben bien sûr, c'est Alors, déterminant, Alexandre. Oui, je vais vous expliquer. En fait, ce que dit Winnicott, c'est qu'il y a deux manières de faire cuire des saucisses. En fait, soit vous pouvez appliquer des instructions. Écoutez ce que dit Clément Freud à la radio. Là, il se moque parce que Clément Freud, c'était le petit-neveu de Freud et il avait une émission à la radio de gastronomie. En fait, aujourd'hui, on irait sur YouTube, on irait voir un tutoriel pour faire le barbecue, quoi. Et si vous respectez bien les instructions du tutoriel, vous allez avoir des saucisses bien cuites. Mais il y a une autre manière de faire cuire les saucisses, qui est la manière créative, qui consiste à faire cuire les saucisses directement. C'est-à-dire, vous ne regardez On pas... improvise. Vous ne regardez pas la liste d'instructions. Et là, il y a un moment où vos invités s'impatientent, ils en sont à leur 3e verre de rosé à l'apéritif, les braises viennent à s'éteindre et votre après-midi va être un ratage, votre barbecue, c'est voilà. Et c'est donc il y a un moment, donc vous vous jetez à l'eau, il y a un moment où vous êtes en difficulté. Et c'est là que vous êtes créatif. C'est-à-dire que la créativité... Si on s'engueule pas. Ah ben, on s'engueule forcément, mais l'idée de la vie créative, d'être créatif, c'est de se mettre en difficulté, de se mettre au pied du mur, et une fois qu'on est au cœur de la difficulté, trouver en soi une ressource inédite. Je croyais, par exemple, le premier jour du confinement, pendant la pandémie, j'ai réparé tout seul ma machine à laver. Je ne croyais pas du tout que j'étais capable de le faire. Mais il n'y avait personne qui viendrait réparer ma machine à laver. Et comme j'ai plein d'enfants et plein de linge sale, c'était hyper important qu'elle soit réparée. Je l'ai réparée. Alors ça, c'est de la créativité. C'est-à-dire, je ne me croyais pas capable de faire une chose et je me découvre capable de la faire. C'est ça la créativité. Et donc, mais vous voyez, c'est encore très lié aux circonstances de la vie. Donc vivre créativement, c'est ça. Et moi, ce que j'avais envie de montrer, c'est quelque chose de cet ordre avec l'écriture. Mmh. Alors votre livre, votre premier livre, vous citez à plusieurs reprises dans votre livre des auteurs comme James Joyce ou Deleuze qui dit, puis après vous êtes un peu moins d'accord avec lui, ce que vous expliquez, qu'il faut pour faire un livre avoir une seule bonne idée, une bonne petite idée. Est-ce que vous auriez pu entrer en écriture et devenir écrivain, et on y viendra aussi un petit peu tout à l'heure, sans coucher sur le papier ce qui vous est arrivé, le suicide de votre papa quand vous aviez 11 ans? Est-ce que vous auriez pu démarrer, votre carrière d'écrivain aurait pu être différente si vous n'aviez pas commencé par cette épreuve-là? Alors en fait, moi j'écris depuis très jeune et donc j'ai écrit des contes, des poèmes, des alexandrins abominables, enfin j'ai tout fait. Mais on est tous un peu comme ça, hein? Je sais pas, la première partie du roman, elle s'appelle Trouver son sujet, c'est-à-dire quel est le sujet en fait que vous avez à traiter, quel est le sujet qui vous appelle vraiment. Et moi, je ne l'ai pas trouvé tout à fait tout seul. Je raconte la rencontre avec un personnage dans le roman qui est mort pendant l'écriture du livre. Il lui est dédié le livre. Alain Lepère. Pierre Lepère. Pierre Lepère, pardon. Pierre Lepère, alors qui était un écrivain, poète, publié chez Gallimard. Et la première fois que j'ai rencontré un écrivain publié, c'est dans une librairie du 11e arrondissement à Paris, quand j'avais 17 ans. Et on est devenus amis. Et proches amis. Et un jour, il vient dîner avec sa femme. Il était beaucoup plus âgé que moi, chez moi. Alors j'avais fait un truc abominable, j'avais fait cuire les saucisses. Enfin, j'avais pas fait cuire les saucisses, mais j'avais fait cuire le filet mignon directement. Et directement, ça veut dire que j'avais mis des pommes de terre crues, le filet mignon dans une grosse casserole avec un filet d'eau. Le repas était extraordinaire. Ne nous invitez pas à dîner, hein. J'ai progressé depuis. Mais là, peut-être que j'étais trop créatif à l'époque. Et en fait, ils viennent, et Pierre se lève et il fait un truc.
il voit qu'il y a des manuscrits partout chez moi, qu'il y a partout des cahiers remplis de trucs. Et il commence à prendre un truc, il lit 3 lignes, il fait ah ouais, ça c'est une imitation des surréalistes, paf, c'est nul. Oh, ces poèmes, oh, ils sont tartes, paf. Et puis il prend tout et il commence à tout mettre à sac dans toute la pièce. Je précise que Pierre, avant d'être poète chez Gallimard et d'être marié, etc., il avait été pendant 8 ans clochard. Donc c'était quelqu'un qui était quand même un peu fort en gueule. Et donc il balance tout, quoi. Puis à un moment, il tombe sur un cahier sur lequel j'avais écrit Note sur la mort de mon père, et il lit un paragraphe qui commence par Je l'ai trouvé au bout d'une corde. Puis il me dit Bah voilà. Il me dit C'est ça. Il dit Je savais bien qu'il y avait quelque chose comme ça ici. C'est là-dessus que tu dois écrire, pas sur le reste. Et en fait, c'est lui qui m'a montré quel était mon sujet. Et pourquoi moi, j'avais pas compris que c'était sur ça que je devais écrire. Mais parce que, en fait, je l'avais sous le nez. C'est-à-dire, c'était tellement moi, ou ça faisait tellement partie de moi, que je songeais pas à écrire dessus. Et ça, c'est un conseil qui, pour le coup, est universalisable. Quand je disais que j'essaye à partir d'expérience, là, je raconte une anecdote, une scène avec Pierre, mais qu'est-ce qui est universalisable ou généralisable dans cette expérience? C'est que parfois, vous allez vous demander, tiens, j'aimerais bien faire un livre qui marche, sur quoi je pourrais écrire? Ah oui, il s'est passé un truc bizarre du temps d'Henri IV, ici, à Pau, alors je vais faire un roman historique, etc. Et en fait, on voit bien que déjà, on s'en fout un peu parce que c'est artificiel, hein, ce qui vous relie à cette histoire, à cette anecdote. En fait, la question à se poser, je crois, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une expérience sur laquelle moi, je peux écrire mieux que les autres, parce que je la connais mieux que les autres? Ça peut être le deuil, par exemple, dans mon cas, c'est ça, mais est-ce qu'il y a une expérience? Vous avez été marin-pêcheur. Est-ce que moi, je peux faire un livre sur la mer qu'un autre ne sera pas capable de faire? C'est-à-dire, c'est ça que j'entends par écriture nourrie par l'expérience, c'est-à-dire se demander, non pas quelle est une bonne histoire que je pourrais proposer comme ça, mais se dire quelle est l'histoire qui est la mienne. Elle peut être imaginaire ou réelle, peu importe, mais quelle est l'histoire avec laquelle j'ai une relation intime tellement forte que quand je vais la raconter, mes mots seront justes. Et ce que je vais dire moi, c'est quelque chose qu'un autre n'aurait pas pu écrire avec ce même niveau de justesse. Mais s'agissant d'un romancier, si c'est une histoire, une idée imaginaire, il est où le lien personnel avec cette histoire imaginaire pour un romancier? Et en fait, c'est secondaire. Enfin, à mon sens, c'est secondaire. La question de savoir si on raconte une histoire vécue ou une histoire imaginée, au fond, le lecteur s'en fout un peu d'abord. Et puis, c'est secondaire. C'est-à-dire que on voit bien que dans les romans, enfin, dans beaucoup de romans que j'aime, ce qui se joue, le roman est un genre qui est lié à la chronique, à l'observation du monde et de la société qui nous entoure. Prenez des auteurs comme Balzac qui font de la fiction, alors là, pour le coup, classique, qui a presque posé les codes de la fiction. C'est une observation de la société française sous Louis-Philippe. Zola, pareil, plus tard, sous le Second Empire. Mais c'est une observation de la société française qui est menée. Prenez Céline, c'est les descriptions des champs d'honneur de la Première Guerre mondiale dans Le Voyage au bout de la nuit. C'est la même chose. C'est-à-dire que prenez Philippe Roth, un Américain, c'est les affres d'un New-Yorkais fortement marqué par son identité juive, par la révolution sexuelle, par la psychanalyse. C'est lui, en fait. Il se multiplie et démultiplie dans ses différents personnages. Et au fond, on peut raconter des fictions, on peut raconter des histoires, parfois tout simplement pour mieux y voir en soi-même. Donc, à mon sens, la question, en fait, de savoir si c'est autobiographique ou fictionnel est relativement secondaire. Moi, il se trouve que j'aime la littérature fictionnelle, c'est pour ça que j'en écris. C'est-à-dire, j'aime bien quand les auteurs, j'aime bien Annie Ernaux, par exemple, j'aime bien Carrère, j'aime bien quand les auteurs parlent à partir d'un vécu dans lequel je sens du poids et de l'authenticité. Moi, j'aime bien ça. Mais je pense que c'est pas l'essentiel, parce que quand je lis Philippe Roth, je sens le même degré d'authenticité et de véracité, bien que ce soit de fiction. Mmh. Votre livre, l'écriture de votre livre Première volonté a été une école d'apprentissage formidable parce que vous avez eu aussi la chance de tomber avec des profils tout à fait singuliers. Et ce sont deux des personnages très attachants et intéressants de votre livre, Pierre Lepère dont vous venez de parler et Kervéan de la maison d'édition. Parce qu'une fois que vous avez écrit votre manuscrit qui faisait 400 pages, c'est ça? Le tout premier?
Non, enfin, il y a eu plein d'étapes. En gros, j'ai travaillé comme un Romain pour accoucher d'une souris, quoi. C'est-à-dire que pendant les 5 années que je raconte dans le livre, j'écris tout le temps, je fais ça tous les étés, tous les soirs. Je sais pas combien il y a de versions avant la publication de mon premier roman à 22 ans, mais 25, 26, 27, je sais pas. Enfin, c'est effrayant. Et en fait, à la fin, ça fait un tout petit livre de 140 pages. Donc, mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors voilà, non, Jean-François Cavéon, effectivement, c'est quelqu'un qui a signé le premier contrat d'édition avec moi pour les éditions Calman Lévy. Parce que, pardon, je vous interromps, au-delà du désir d'écriture, il y avait aussi le désir d'être publié? Oui, pour moi, c'était lié. Je conçois qu'il y a plusieurs manières d'écrire. Il y a des gens qui écrivent pour eux-mêmes et ça peut être une pratique, ça peut être quasiment une pratique thérapeutique. Ou une pratique de santé. Il y a des études maintenant en psychologie cognitive qui montrent que le fait de tenir un journal, un peu d'introspection, améliore le niveau de bien-être déclaré. Il y a beaucoup d'études convergentes et consistantes. Donc en psychologie positive, c'est un des conseils qu'on donne. Donc on peut écrire pour soi, je veux dire pourquoi pas. On peut écrire pour quelqu'un. À ce moment-là, on écrit un courrier, une lettre, ou parfois un roman, un récit, un poème, mais pour l'autre, pour en faire cadeau. Et puis, il y a une autre manière d'écrire, qui est on écrit pour être publié. Moi, c'était dans cette perspective que j'étais. Et dans ce cas-là, ce qui change, c'est qu'il y a une adresse qui est, on s'adresse à quelqu'un dont on ne connaît pas le visage. En fait, c'est ça la grande différence. Quand je m'adresse à moi-même ou quand j'écris pour une personne, c'est très précis. Le destinataire de l'écriture est très, très précis. Quand vous écrivez pour être publié, le destinataire, le livre part en librairie, puis parfois il marche pas, vous savez au fond pas très bien qui vous lit. Et donc il y a un mystère sur ce destinataire, c'est un peu Dieu quoi en quelque sorte, le destinataire. C'est Au visage multiple? oui, c'est une entité complètement abstraite. Ouais. Et donc en fait, effectivement j'ai publié, j'ai signé un contrat d'édition assez tôt. Parce que Jean-François Cavéan avait été chargé par les éditions Calman Lévy de trouver des nouvelles voix, des jeunes auteurs, et que je lui avais envoyé une longue nouvelle sur la mort de mon père qui lui avait plu. Mais finalement, Calman Lévy a refusé le manuscrit définitif. Mmh. Et c'est Grasset qui l'a pris. Oui, Ouais, tout à fait. ouais. Votre roman est émaillé parce que c'est aussi, il s'appelle Première volonté, il traite donc du deuil de la mort de votre père, mais c'est aussi l'apprentissage d'un jeune Français, avec son côté peut-être romantique, qui se prend un peu pour l'écrivain du 19e siècle. Il y a des scènes très drôles. À un moment donné, vous racontez cette scène et vous pouvez peut-être la raconter, où vous voulez faire vieux, parce que vous avez 18 ans. Oui. Oui, ça c'est rigolo. C'est une observation que je me fais souvent. Vous voyez sans doute ce que je veux dire. Il y a des retraités, parfois des jeunes retraités qui veulent faire jeune. Alors ils portent des baskets comme moi là. Et je viens d'avoir 50 ans, donc je m'inclus dans le. Et après ils mettent un sweat et puis ils en surjouent dans le ton dynamique. Quand ils vous serrent la main, ils vous broient la main. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, on en connaît. Genre, je suis toujours gaillard et vif. Alors, c'est-à-dire, ça, c'est le cas un peu classique du vieux qui veut faire jeune. Mais on ne parle pas assez du jeune qui veut faire vieux. Et le jeune qui veut faire vieux... Vieil écrivain, en plus. C'est une catégorie à part entière dans la population. Il y a vraiment des jeunes qui veulent faire vieux. Alors, il y en a qui réussissent assez bien, hein, avec des vestes en velours côtelé, des grosses lunettes, un look un peu négligé. Il y en a qui sont très très forts là-dedans. Mais moi, j'étais un peu comme ça, donc je raconte une scène qui est authentique où je m'étais dit bon, je vais m'acheter alors des cigares. Ça n'existe plus, c'est les cigares vendus par la CETA, c'est des petits cigares pas chers. Les voltigeurs. Les voltigeurs, oui. Donc je me prends des voltigeurs verts, je vais chercher du gin et je me mets et je vais m'acheter. En fait, j'ai craqué. Voilà, si j'ai craqué au Franprix pour une paire de charentaises. Il y avait Indispensable. Ouais, j'ai craqué. J'ai eu un coup de cœur. Elles étaient vraiment, mais c'était la charentaise, quoi. Vous imaginez avec le motif écossais, mais vraiment la charentaise parfaite. Et puis la fausse. Il y en a qui en ont, hein, là. La fausse mousse blanche à l'intérieur, hyper important. Il y avait vraiment, c'était la charentaise et la grosse semelle en caoutchouc. Donc je m'étais acheté les charentaises. J'avais le peignoir, la vieille robe de chambre de mon père. Un gin tonic, qui est une boisson dans ma tête, c'était une boisson de vieux, parce qu'on met dedans du Schweppes,
C'est c'est- c'est comme ça qu'on dit. On, on met du chouette. Et donc, et donc, Et là, et là, je m'installe avec mon vieux peignoir mité, mes charentaises, et mon les- cigare et mon gin tonic. J'avais 18 ans. Et je me mets le Requiem de Brahms. Et je commence à fumer. les clichés. Et je me dis, là, ça y est, Ah ouais. Je suis écrivain. je suis vieux. Et, et là, mais c'est vraiment authentique, la porte sonne. On sonne à la porte. Et j'avais vu personne depuis 15 jours. Et puisque j'étais tout seul, moi, personne ne s'intéressait à moi. Et j'étais seul avec mes bouquins à écrire. Et donc, c'était vraiment le moment de prendre un coup de vieux, quoi. Et, et là, c'est un copain qui passait me voir, un copain de ma terminale. Et il me voit complètement ahuri. Il me fait, mais qu'est-ce qui passe? Il voit le cigare, il voit la fumée dans la pièce et tout. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis je lui dis, écoute, en fait, j'aurais préféré que tu sois mort. Je ferme la porte. Voilà. Bah, quitte à être vieux, autant être un vieux bougon. Ce serait... Elle est formidable cette scène, elle est très drôle. Alors il y en a plein d'autres aussi, parce qu'effectivement ces rencontres avec Pierre Lepère et Kervéan, ils ont la langue, enfin ils mâchent pas leurs mots, hein, ils vous ménagent pas l'un et l'autre. C'est aussi, donc je le disais, l'apprentissage de la vie, vos histoires d'amour, les copines que vous avez, avec notamment cet épisode très intéressant où avec l'une de vos compagnes, vous vous ingéniez à faire l'amour dans des endroits les plus improbables de Paris. Dont, enfin, pas que Paris d'ailleurs, la Tête Galerie. Là, aujourd'hui, je vous conseillerais d'essayer le Louvre parce que le système de vidéosurveillance est parfaitement adapté. C'est aussi ça aussi. Vous entriez dans la vie, vous aviez 18 ans et c'était la découverte de la vie pour vous. Et vous le disiez au début de notre entretien. C'est très lié à l'entrée dans la vie. Oui, oui, il y a une éducation sentimentale qui se fait en parallèle de l'apprentissage de l'écriture. Et alors, ça peut paraître un peu fleur bleue, mais c'est vrai que la progression dans l'écriture s'accompagne d'une ouverture au sentiment amoureux, qui est progressive. En gros, venant d'une génération quand même un peu désenchantée, je pense, bon, au départ, on se dit que ce qui est accessible, c'est la sexualité. Et donc, voilà, enfin, les expérimentations sont des expérimentations qui sont voilà, qui sont liés enfin, à un érotisme, au plaisir sexuel, mais vécu sans tellement de sentimentalité. Au fond, ce qui va être important pour moi dans le roman, enfin dans cette jeunesse, pour le dire avec un grand mot, c'est de devenir capable d'aimer. En fait, l'enjeu de l'écriture, et peut-être quelque part, se joue quelque part. C'est-à-dire qu'à travers ces rencontres, et il y en a surtout deux dans le livre, des rencontres amoureuses, mais la deuxième, on comprend que c'est là que l'amour naît. Et que quand on a la capacité de se relier à l'autre, en fait, c'est très lié à ce que je disais tout à l'heure sur le destinataire de l'écriture. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment capable d'écrire un texte qui est fait pour être publié? Ça veut dire que ce Dieu sans visage, enfin ce lecteur que vous ne connaissez pas, en fait, devez être capable de faire naître dans l'autre des émotions. C'est-à-dire de vous relier émotionnellement et sentimentalement à l'autre. Et ça, au début, vous n'y arrivez pas, en fait. Et donc, c'est pour ça que la technique, ça, c'est pas de la technique, en fait. La technique, c'est comme avec le sexe. C'est finalement, la technique, c'est bien, mais ça fait pas tout. Quelqu'un qui vous ferait une démonstration de robot techniquement parfaitement huilé pourrait vous laisser complètement indifférent. Parce que ce qui doit vibrer, c'est quelque chose comme l'humanité de l'autre. Et percevoir l'humanité de l'autre et se raccorder à elle, c'est comme ça qu'on parvient à écrire. Donc voilà, ça peut paraître un peu fleur bleue, mais moi ce que je voulais montrer vraiment dans le livre, c'est la manière dont les deux apprentissages, l'apprentissage des sentiments et l'apprentissage de l'écriture vont de pair. Mmh. On parlait de Jean-François Kervéan il y a quelques heures. Comment on vit quand on est écrivain et quand c'est l'aboutissement, quand on a écrit ces centaines de pages et que la maison d'édition, lui en l'occurrence, vous raye d'un trait de plume tout ce que vous avez écrit, alors que quand vous l'avez écrit, vous avez trouvé ça peut-être génial ou en tout cas très bien. Comment on vit ça? Les coupes qui sont absolument fondamentales dans la réécriture, avant la publication d'un roman.
Alors, il y a deux choses qui sont un peu différentes. Avec Jean-François Cavayran, on a fait ce qu'on appelle dans l'édition un page à page. Donc ça, je raconte ça, c'est-à-dire qu'on relit le livre ensemble et on soupèse un peu chaque mot. Et en faisant ce page à page, il m'a montré techniquement, mais je l'ai montré dans le livre en reproduisant des passages avec des coupes, Tout à fait. que on peut souvent bonifier un texte avec des coupes ciblées. C'est assez basique. Quand on anime des ateliers d'écriture, on s'aperçoit que c'est un des premiers conseils qu'on donne, c'est que souvent dans les premiers jets, il y a des fioritures. Il y a trop d'adverbes, il y a trop de mots, en fait, il y a trop d'adjectifs. On ne va pas à l'essentiel. Moi, je suis partisan d'une forme d'écriture qui est assez simple, assez directe. Un peu l'école Annie Ernaux, si vous voulez. C'est-à-dire où on ne cherche pas la belle phrase, mais on cherche les mots justes et une certaine économie de moyens, pas le bavardage. Et donc, en fait, la coupe, quand on travaille comme ça, c'est très pertinent parce que c'est ce qui va faire ressortir les éléments importants et enlever. Voilà. Donc, Jean-François Cavayran, dans le page à page, il m'a montré comment on coupait un texte. C'est aussi un truc de journaliste, par ailleurs. Je fais une parenthèse, mais c'est-à-dire. On va en parler aussi. Dans la presse, on coupe beaucoup les articles qu'on reçoit. Donc, ça, voilà, c'est la coupe. Mais ce qui s'est passé, la coupe, c'est pas mal vécu parce que, en fait, si vous êtes de bonne foi, enfin. Il y a toujours l'auteur chiant. Alors l'auteur chiant dans les maisons d'édition, on se le refile comme une patate chaude. Il est chez Il veut rien changer. Hop, on le balance chez Gallimard, hop, on le balance ce seuil. Enfin, parce que en fait, il veut rien changer. Il dit, bah non, mais cet adjectif, il est génial. Et puis alors, ça devient une négociation. Non, à un moment, faites de bonne foi. On voit bien que parfois, une coupe, c'est une amélioration. Donc voilà, on admet. Mais ce qui s'est passé, c'est plus dur, c'est que ils m'ont fait travailler pendant 1 an chez Calman Levy avec leurs remarques, on a fait ce page à page, etc. Et le comité de lecture a refusé le texte final au motif. Et là, l'époque a beaucoup changé, que j'étais pas tout à fait crédible, que j'étais trop jeune. Il faut se remettre dans le bain de l'époque. Ils avaient peur de se ridiculiser en publiant quelqu'un. J'avais 21 ans à l'époque. Ils avaient peur de se ridiculiser et de perdre de leur légitimité en publiant quelqu'un de 21 ans, un gamin en fait. Et aujourd'hui. Mais regardez en politique ce qui se passe, à quel point nos effectifs se sont rajeunis. Eh ben, en littérature, c'est un peu pareil. À 21 ans, vous êtes déjà vieux. Vous ne pouvez pas encore tout à fait être ministre, mais vous pouvez déjà largement publier vos mémoires. L'école d'écriture Les mots que vous avez fondée en 2017, quel est le type de public qui vient chez vous? Est-ce que ce sont juste pour le plaisir d'écrire ou est-ce que des écrivains en herbe, quels sont leurs objectifs 2000, 3000 personnes qui fréquentent cette école? Alors, il y a un désir d'écriture en France, hein, c'est-à-dire que c'est une nation littéraire, la France. C'est propre à la France? Quand même, oui, c'est-à-dire que les enquêtes d'opinion qui sont faites montrent régulièrement qu'un Français sur 3 rêve un jour d'écrire un livre, de publier un livre ou simplement de le transmettre à ses enfants. Un sur 3, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Donc ça veut dire que On est tranquille pour les prochaines éditions des Idées Bains de Le Monde, c'est très bien. Ah oui, oui. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, il y a un désir d'écriture. Alors, à l'école, il y a plusieurs... ce que je vois donc à l'école Les Mots, il y a plusieurs profils. Et je dirais que il y a... Ouais, il y en a 2 surtout. Il y a des gens qui font entrer l'écriture dans leur vie pour pratiquer un art. En fait, il y en a 3, je dirais, des catégories. Il y a des gens qui font rentrer l'écriture dans leur vie pour pratiquer un art, mais ça pourrait être un autre. Comme la peinture ou d'autres? Comme la peinture, comme prendre des cours de théâtre, de danse. C'est-à-dire que avoir une activité artistique, c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand votre quotidien est un peu lourd, c'est quand même une bouffée d'air. Voilà. Quand vous prenez des cours de peinture, vous n'avez pas forcément le désir de faire une exposition en galerie. Il y a d'abord le plaisir de peindre, de partager peut-être avec votre entourage, et ça suffit en fait. Et du coup, là pour un tiers, je dirais c'est ça, j'entre dans une pratique artistique. Ensuite, il y a un autre tiers qui a la nécessité d'écrire à titre professionnel. Des gens qui sont dans la communication, dans le journalisme, qui sentent que leur écriture, elle est abîmée en fait par la vie professionnelle. Donc il y a pas mal de journalistes qui s'inscrivent, des scénaristes qui se disent bon, je vais faire des ateliers avec un écrivain parce qu'il va me redonner, il va me donner une flamme. C'est vrai que par exemple quand vous faites une école de journalisme, on vous apprend à écrire très factuel, très plat. Et à un moment donné, vous pouvez être c'est insatisfaisant.
Et si vous allez avec un romancier ou un poète, vous découvrez d'autres techniques, d'autres écritures. Et vous vous dites, ah ouais, bon, je peux ouvrir un petit peu par rapport à la platitude de l'écriture factuelle journalistique standard. Et puis, je dirais qu'ensuite, il y a un dernier tiers qui a vraiment un projet de livre en tête. Mais on peut d'ailleurs bouger, ça peut bouger. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en se disant, bah, je vais pratiquer un art, et puis au bout de 2-3 ans, se dire, ah ben, en fait, maintenant j'ai un projet de livre. Est-ce qu'on peut dissocier devenir écrivain de devenir lecteur? Et comment devient-on lecteur? Alors, à mon sens, il y a une sorte de naïveté à vouloir s'exprimer sans tenir compte de ce qu'ont fait les autres. C'est-à-dire que en art, et ça vaut pour l'écriture, pour la littérature, mais pour tout, il me semble qu'il faut se nourrir de la création des autres. C'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vertueux et même indispensable qu'écriture et lecture se nourrissent mutuellement. Quand vous écrivez, vous utilisez des mots, vous employez des expressions, vous employez du vocabulaire. Et c'est important d'avoir, en aparté, c'est important d'avoir une discipline d'écriture quotidienne. Parce que c'est comme ça qu'on fait un livre, en fait. On y revient. Il y a ce conseil qu'on trouve chez Pline l'Ancien. En réalité, ce conseil, il a souvent été déformé. Mais chez Pline l'Ancien, en fait, il parle d'un peintre. Mais ce fameux conseil qui est pas un jour sans une ligne. Et pas un jour sans une ligne. Alors au départ, il parle d'un peintre, mais ça vaut pour l'écrivain. Pas un jour sans une ligne. Il se trouve que Philippe Léotard a écrit des mémoires et il a pris comme titre Pas un jour sans une ligne. Mais par ligne, il entendait tout à fait autre chose. Et ça lui a pas complètement réussi. C'est une autre forme de créativité. Oui. Ça lui a pas complètement réussi. Donc, on va rester avec Pline l'Ancien, si vous voulez bien. Donc, c'est l'idée de Pas un jour sans une ligne. Mais ça vaut dans l'écriture et ça vaut dans la lecture. C'est-à-dire que si vous voulez être capable chaque jour de produire des lignes, il va falloir en lire aussi. Parce que tout simplement, sinon, vous allez vous répéter. Vous allez toujours puiser dans le même champ lexical, dans les mêmes expressions. Et ça va devenir très, très ennuyeux ce que vous écrivez. Votre père lisait et écrivait. Est-ce que, vous avez parlé au début de notre entretien aussi de cette imprégnation familiale. Elle est indispensable pour, peut-être pour les parents et les grands-parents que nous sommes, pour les enfants, pour nos enfants, de les faire entrer en littérature, en lecture? Moi, je pense que pour communiquer aux enfants le goût de la lecture, il n'y a qu'une seule solution. C'est qu'il faut lire soi-même. C'est-à-dire que, en fait, les enfants se foutent à peu près complètement de ce que vous leur racontez. Si vous leur dites c'est bien de lire des livres, mais qu'ils vous voient tout le temps sur votre smartphone, c'est sûr. C'est fichu. Donc en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est ce que vous faites vous. Vous donnez de la valeur aux choses en les faisant. Si vous adorez jouer au foot ou faire du vélo, les enfants vont comprendre que cette activité, enfin, les jeunes enfants, qu'elle est importante. Et ils n'auront pas toujours envie, mais en général, ils vont avoir envie que vous les initiez. S'ils voient que vous allez à la pêche, ils auront envie d'aller avec vous. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que vous faites. Donc, cette histoire de faire lire les autres sans lire soi-même, elle est totalement absurde. En réalité, il me semble que la seule manière de transmettre le goût de la lecture, c'est de vivre avec des livres soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des livres à la maison, que je lis des livres, etc. C'est pas possible dans tous les milieux sociaux, parce que c'est sociologiquement connoté. Bon, moi j'ai une famille complètement explosée, fracassée, donc c'est difficile de dire s'il y avait des livres, pas de livres, tellement c'était bizarre. Mais Mais votre père vous a laissé toute une bibliothèque. Voilà, mais elle était à la campagne. Lui, il vivait dans un... Enfin bon, quand j'étais enfant, il vivait dans une sorte de manière très très spartiate, dans un 2 pièces, une ancienne petite écurie réaménagée avec un carrelage froid sur le sol. Il avait la Bible, Paul Claudel. Oui, il lisait que ça, mais il était... non, c'est trop... Bon, c'est un contexte qui n'est pas difficilement transposable, mais quand même le cas le plus standard, je crois, c'est que on grandit dans des familles où il n'y a pas de livre à la maison, et là, la question, quand ça n'a pas été transmis, ben, je crois qu'il y a quand même un problème avec le fait de s'autoriser à lire et à écrire. Il y a un problème avec l'autorisation. Est-ce que c'est un truc de feignant ? Est-ce que c'est un truc de bourge ? Est-ce que c'est un truc qui sert à rien ?
c'est difficile d'investir du temps, de l'énergie et peut-être de l'argent dans ce que Bourdieu appelle un jeu gratuit quand on vient de certains milieux sociaux. Je vais vous raconter une anecdote qui est terrible. Un jour, j'ai eu un étudiant que j'aimais beaucoup à Sciences Po, parce que je faisais écrire mes étudiants et je vois qu'il allait pas bien à cours. Et à la fin, je lui demande de venir me voir, et puis il vient, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit ben voilà, il dit moi je viens d'un milieu très simple, et mes parents sont agriculteurs en Normandie, et mon père a vu que j'avais dépensé de l'argent pour des livres, il a pris le ceinturon et il m'a battu. Et vous voyez l'interdit, la violence de l'interdit social qui est mis dans certains cas. Donc voilà, donc cette histoire dans un monde de bisounours ou dans un monde enchanté, on transmet la lecture et c'est merveilleux. Mais dans beaucoup de cas, la lecture, l'écriture, c'est quelque chose qui est à conquérir. Et de toute façon, quand vous vous engagez dans une carrière d'écrivain, les gens vont essayer de vous dissuader. Ma mère, par exemple, était extraordinairement gênée quand j'étais jeune parce que j'écrivais. Elle me disait, elle m'a demandé d'arrêter d'écrire. Ça la dérangeait, ça la perturbait ce que je faisais. Donc, si vous voulez, c'est pas que les gens vous accueillent comme si vous étiez merveilleux parce que vous lisez, vous écrivez. D'abord, si vous lisez beaucoup, ils vous trouvent prétentieux. Et si vous écrivez, ce que vous écrivez les dérange. Donc, il faut bien se dire que normalement, si vous commencez à pratiquer un art et que c'est important pour vous, vous allez rencontrer de multiples résistances. Et le processus d'écriture à l'heure de l'intelligence artificielle, génératrice de contenu, qu'en est-il? C'est pour ça qu'il faut écrire de l'autobiographie. Imaginez ChatGPT. ChatGPT vous raconte son adolescence. Mais hyper compliqué. Voilà un truc que ChatGPT ne peut pas faire. ChatGPT vous raconte ses premiers émois sexuels. Mais enfin... Maintenant, ils sont connus, les vôtres. Hein. Oui, d'accord, mais vous voyez, c'est ça qui rend l'écriture humaine intéressante. C'est l'expérience. C'est l'expérience vécue, physiquement vécue. C'est ça qui fait que le livre écrit par un humain est plus intéressant que le texte écrit par ChatGPT. Vous parliez tout à l'heure de cette exception qui semble concerner la France, où il y a un désir d'écriture sans doute un petit peu plus important que dans d'autres latitudes. Une autre exception culturelle, je le disais dans la présentation, vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Et c'est à peu près le seul, même s'il a donné naissance à une version allemande, c'est à peu près, il n'y a que la France qui a un magazine qui traite de philosophie et qui sort périodiquement avec je ne sais combien d'abonnés, de lecteurs, peut-être allez-vous nous le dire. Comment vous expliquez cette exception ? Oui, alors on a une diffusion payante de 40 000 exemplaires, ce qui veut dire qu'on est un magazine quand même populaire, enfin en tout cas qui dépasse les cercles des gens qui étudient la philosophie ou qui sont profs de philo, ça c'est certain. Il y a peut-être des lecteurs d'ailleurs dans la salle ou des gens qui le lisent occasionnellement. Donc c'est vrai que c'est chouette de voir qu'il y a une réception publique de la philosophie en France. Sachant que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un regard philosophique sur l'actualité du monde. On a créé une édition allemande et en Allemagne, ça se passe bien aussi. Et il existe un troisième pays qui a un magazine de philosophie, c'est la Hollande. Ce qu'on a découvert chemin faisant, qui est un magazine, mais qui est, on va dire, quand même un peu plus universitaire, entre la revue, le livre et le magazine, un peu moins journalistique que ce qu'on fait nous, mais on a de très bons rapports avec eux, on s'entend très bien. Donc ça fait 3 pays. C'est vrai que ce serait difficile de monter ça ailleurs pour des tas de raisons, mais notamment parce qu'en Angleterre ou aux États-Unis, s'il y a quelque chose de technique, c'est que c'est l'éditeur d'un magazine qui fixe... en France, c'est l'éditeur d'un magazine qui fixe combien de numéros il va mettre en kiosque et en maison de la presse. Donc quand on se lance, on peut dire moi je prends mon risque, j'en mets 70 000. En Angleterre et aux États-Unis, c'est purement technique, mais ça change tout. Quand vous lancez un magazine, c'est le diffuseur qui dit c'est de la philo, j'en prends 5 000. Et donc en fait, vous ne pouvez pas courir le risque de lancer quelque chose qui n'est pas perçu par le diffuseur comme commercial. Donc vous ne pouvez pas sortir des clous. Voilà. Donc c'est une contrainte d'infrastructure, mais qui... au-delà de ça, vous pensez qu'il pourrait quand même y avoir un public dans d'autres cultures occidentales ? Pour le savoir, il faut prendre le risque. Mais bon, après, dans le monde anglo-américain, la philosophie est perçue... c'est-à-dire qu'ils se sont mis à faire beaucoup de logique.
Et la philosophie analytique, qui est bardée de maths et de logique, c'est beaucoup éloigné du grand public. Donc il y aura un énorme travail à faire sur ce que c'est que la philosophie avant de pouvoir la diffuser. Vous avez écrit, je le rappelais au tout début de notre entretien, une vingtaine de romans et d'essais. Est-ce que vous ressentez chaque fois les mêmes sentiments lorsque vous arrivez à la fin de votre manuscrit et quand il est publié? Aujourd'hui, est-ce qu'on est blasé parce que ça marche bien, parce qu'Alexandre Lacroix, sur une couverture, c'est l'assurance de... Non? Non, ça l'est pas. Il y a des succès inégaux. Il y a des succès inégaux. Il y a des livres qui marchent et d'autres moins. J'ai constaté, c'est une chose que je décris aussi dans le roman, que quand on finit un livre, un manuscrit, et qui part en impression, c'est une chance, hein, la publication, c'est génial. Mais en fait, on perd un peu sa raison de vivre. C'est-à-dire que, mais c'est comme si vous avez fait une pièce de théâtre, si certains ont fait du théâtre amateur, et vous avez donné toute votre énergie, vos week-ends, les répétitions, le truc, vous êtes à fond dans votre truc, et puis à un moment, ben, c'est la dernière, et puis ça s'arrête. Et là, vous vous retrouvez avec un deuil. Et c'est un truc dont je voulais parler parce que personne n'en parle jamais. Il y a des deuils de création. Et c'est quand même un peu bizarre parce que, évidemment, c'est super d'avoir fait une pièce de théâtre ou d'avoir publié un livre, c'est génial. Ça n'est que positif. Mais quand même, vous vivez un petit effondrement intérieur parce que le matin, vous vous leviez, vous vous disiez tiens, je vais corriger cette scène, je vais reprendre ceci, et puis à un moment, ben, c'est fini. Alors moi, j'ai trouvé un système qui consiste à commencer aussitôt le suivant. Voilà. C'est ce qui fait que j'ai publié beaucoup de livres, c'est que tout simplement, Vous n'arrivez pas à vous Ouais. départir du plaisir que vous écrivez, du plaisir à l'écriture. C'est ça, pas un jour sans une ligne, je suis addict. Ouais, c'est ça. C'est bien comme addiction. C'est mieux que peut-être que celle de Philippe Léotard. Bon, on dit ça, on dit rien. Merci infiniment, Alexandre Lacroix, pour ce voyage en écriture et en littérature. Merci d'être venu. Merci. Mesdames, Messieurs, les personnes qui souhaitent poursuivre cette rencontre avec Alexandre Lacroix peuvent se rendre en séance de dédicace